Bonjour à tous. Mon nom est Charles Breton. Je suis le directeur du Centre d'excellence sur la Fédération canadienne de l'Institut de recherche en politique publique. C'était très, très long. En mon nom et celui aussi de la PDG de l'IRPP, Jennifer Ditchburn, qui est juste ici devant moi. Je souhaite vous remercier pour votre présence ici. Ça faisait quand même un petit bout que l'IRPP, qui est basé à Montréal, n'avait pas fait un événement à Québec. Et ben, on est très content d'être ici et que vous soyez là aussi, là, malgré la météo pas très belle dehors. Donc, je souhaite d'abord reconnaître qu'on se trouve présentement à la confluence des territoires traditionnels, d'abord, bien entendu, des Hurons-Wendat, mais aussi des Wabanaki, Innu, Atikamekw et Wolastoqey. Les travaux et les recherches de l'IRPP, que ce soit du côté des politiques économiques, politiques sociales, ou comme le fait le Centre d'excellence sur les questions même, sur la nature même de la Fédération canadienne, nous force à reconnaître que de nombreuses politiques ont causé et continuent de causer des torts aux peuples autochtones partout au pays. Et c'est pourquoi, à l'IRPP, on tâche de mobiliser les connaissances, les expériences, les voix des Autochtones dans nos recherches, nos publications et dans des programmes de bourse aussi qui portent sur les réalités autochtones et qui incluent les peuples autochtones eux-mêmes, comme ce fut le cas d'ailleurs pour la série sur le commerce interprovincial lancée aujourd'hui. Donc, je vais parler de la série un peu et vous laisser aux soins de notre panel. Mais je l'ai dit, ça faisait un petit bout que l'IRPP n'était pas venu à Québec. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes un groupe de réflexion, un think tank en bon français, indépendant, non idéologique, basé à Montréal et qui existe depuis plus de 50 ans, depuis 1972 en fait. Le Centre d'excellence sur la Fédération canadienne est beaucoup plus récent, 2019. Et le Centre, lui, touche à tout ce qui a trait au fédéralisme et aux relations entre les gouvernements, que ce soit fédéral, provinciaux et gouvernements autochtones aussi. Alors, on est ici aujourd'hui parce que nous lançons une série d'essais sur le commerce interprovincial. Un sujet qui, pour quelqu'un qui a regardé ces questions-là depuis quand même assez longtemps, je n'aurais jamais cru dire ça, mais un sujet chaud. Présentement, depuis le printemps, grâce à M. Trump, on va lui donner ça. Trois des auteurs de cette série-là sont avec nous. Je vais vous les présenter dans un instant, mais je souhaitais quand même vous parler rapidement. Et vous avez accès à la série complète là, avec le code QR qui est sur le tableau, sur l'écran. Je voulais quand même vous parler des trois autres textes qui font partie de cette série-là, qui s'intitule « Des barrières et des ponts, repenser le commerce au sein de la Fédération ». Alors, on a trois auteurs francophones qu'on a traduits en anglais et trois auteurs anglophones qu'on a traduits en français. Alors, d'abord, on a Marion Sandilands, qui est une avocate constitutionnaliste qui a fait un tour d'horizon des fondements constitutionnels du commerce interprovincial, qui examine le rôle des provinces, le rôle du fédéral, et qui en vient d'une certaine façon à conclure que tout ça va devoir se régler d'une façon très canadienne, c'est-à-dire avec négociation et compromis. On a ensuite Ryan Manusha, qui est un expert primé, souvent cité sur les questions, qui lui analyse les réformes très récentes, là, tout ce qui s'est passé au printemps, comme le projet de loi 112 au Québec. Et qui montre comment, oui, il y a eu des avancées, mais ces avancées-là ont produit encore une espèce de patchwork, de mosaïque complexe. Et donc, il propose un cadre pour comparer puis analyser, surtout quand on parle de reconnaissance mutuelle, qui fait quoi et comment s'assurer qu'on rame tous dans le même sens. Et finalement, un essai de Daniel Teeter et Christopher Cotton, qui sont deux économistes de l'Université Queen's, qui, eux, s'attardent à vraiment comment pousser encore plus loin, au-delà d'enlever des barrières au commerce interprovincial, comment pousser encore plus loin les gains récents, entre autres par des incitatifs pour les provinces et de l'investissement dans les infrastructures. Alors, encore une fois, tout ça est disponible sur le site du Centre. Bon, ça suffit pour moi. Le panel de la soirée, donc, piloté par Valérie Lapointe, la directrice associée du Centre et celle qui a dirigé cette série. Pour répondre à ces questions, je les présente dans l'ordre à partir de Valérie. Donc, le docteur Philippe Couillard a été le 31e premier ministre du Québec, a occupé le poste de premier ministre de 2014 à 2018. Depuis qu'il a quitté la politique, il est administrateur de société et fournit des conseils stratégiques par l'intermédiaire de Strategy Corp, où il agit à titre de conseiller principal en affaires depuis mars 2023. Comme vous le savez, sa longue et brillante carrière comprend des activités dans les domaines de la politique, de l'enseignement universitaire et de la médecine.
Ensuite, Stéphane Paquin est professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique. Il est également titulaire de la chaire Jarislavski sur la confiance et le leadership politique UQTR-ENAP. Il a été admis au Cercle d'excellence de l'Université du Québec en 2024 et a reçu plusieurs distinctions, dont une chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée. Et finalement, Maryse Picard est avocate chez Delegatus. Elle a auparavant agi comme directrice générale de la nation Huron-Wendat de 2021 à 2025, et a été directrice de cabinet pour le ministre des Affaires autochtones de 2018 à 2021. La première femme autochtone à occuper ce poste. Maître Picard a une longue feuille de route au sein de la fonction publique québécoise. Durant son parcours, elle a participé à 2 commissions d'enquête nationales à titre d'experte pour celles portant sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, puis comme avocate pour celles portant sur les femmes et les filles autochtones assassinés ou disparus. Alors, je passe le micro à Valérie. Merci, Charles, pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment honorée d'être sur scène ici aujourd'hui pour venir échanger sur un sujet qui est à la fois extrêmement important pour notre avenir, mais également d'une très, très grande actualité. Ce midi, en ouvrant la presse, à titre d'exemple, il y a une usine qui effectue le montage de camions lourds à Sainte-Thérèse qui ferme ses portes aujourd'hui, 300 mises à pied. Donc, les raisons qui ont été évoquées, les tarifs douaniers américains. Donc, la conversation qu'on s'apprête à avoir ne pourrait pas être plus actuelle. Je ne pense pas qu'il y ait une seule journée qui passe sans qu'on sente la pression des tarifs douaniers sur notre économie. Quand on a réfléchi à l'IRPP, au Centre, à participer à la discussion collective entourant le commerce intérieur, on n'avait pas en tête qu'il y aurait autant de changements en si peu de temps. Pourtant, la question du commerce intérieur, elle n'est pas nouvelle. Monsieur Couillard va pouvoir en témoigner dans les prochaines minutes, d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on cherche à libéraliser notre économie et qu'on agit, en fait, de toutes sortes de manières pour le faire. Ce qui est nouveau, donc, ce sont les tarifs douaniers américains qui sont venus accentuer la nécessité de libéraliser notre marché de manière, comment je pourrais dire, proactive dans le but d'atténuer l'effet des menaces américaines dans notre économie. Dans le fond, il y a 2 façons de le faire. Un, on générer plus de partenariats avec des pays à l'international. Et 2, mieux commercer entre nous, finalement, et amener notre marché intérieur à son plein potentiel, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs, les gouvernements, puis ultimement les citoyens et les citoyennes, vous et moi. Donc, en quelques mois, depuis le printemps, on voit les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral agir avec une grande volonté, mais aussi une très grande rapidité pour libéraliser le marché canadien. Donc, juste pour vous donner une idée de l'ampleur des législations puis de la rapidité avec laquelle les provinces travaillent présentement, puis c'est juste une petite mise en bouche, là. Après on va commencer la conversation. Avant l'imposition des tarifs douaniers, il y avait 2 provinces, l'Alberta et la Saskatchewan, qui travaillaient sur la question du commerce intérieur avec des propositions législatives. Aujourd'hui, il y a 7 provinces supplémentaires qui travaillent, ont soit annoncé leur intention de légiférer ou l'ont déjà fait depuis le printemps. Donc, c'est très rapide pour les gouvernements. Finalement, il y a juste Terre-Neuve et Labrador qui fait un peu cavalière seule là, présentement dans la voie du statu quo. Mais comme professeur Paquin me le soulignait, il y a eu des élections récemment, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi ils n'ont pas encore bougé. Pour reprendre les mots du ministre qui est responsable du projet de loi au Québec, le ministre Poulin, le projet de loi 112, il a dit, et j'ouvre les guillemets, « Le Québec est libre-échangiste. On est capable de brasser des affaires, on fait nos devoirs. » Et je pense qu'il traduit bien, je ferme les guillemets, je pense qu'il traduit bien un peu ce qui se passe présentement chez nous, mais aussi dans les provinces voisines, puis la grande volonté politique de bouger sur cette question-là. Donc, j'ai envie de commencer notre discussion en vous posant à vous 3 une question sur ces nouvelles législations. Ces législations, ils peuvent toucher à 2 volets du commerce. Souvent, ils le font de manière simultanée. La première, c'est la reconnaissance mutuelle. Et la deuxième, c'est la levée des barrières commerciales entre les provinces. Ce soir, on va pouvoir toucher un peu aux 2 volets. Et donc, une première question pour entamer la discussion, puis on peut commencer par vous, M. Couillard. Qu'est-ce que ça signifie pour le Québec, finalement, la reconnaissance mutuelle? Qu'est-ce que ça signifie pour le Québec? Qu'est-ce que ça signifie pour les provinces et les territoires et peut-être aussi pour les communautés autochtones? Et comment est-ce que la reconnaissance mutuelle peut nous aider à, finalement, contrer, atténuer l'effet des tarifs douaniers? Moi qui est fatigué avec mon micro.
micro tantôt. Je pourrais compenser. Celui-là marche? Bon. Désolé pour la petite anicroche. Un bref mot pour saluer mes collègues du gouvernement du Québec que j'ai côtoyés dans quelques années, avec beaucoup de plaisir. Je dis toujours aux gens, vous savez, le monde m'approche, me dit, M. Couillard, ça devait être effrayant de travailler avec tous ces fonctionnaires-là. Et ma réponse est toujours, non, c'était formidable. Et je le dis avec sincérité, alors je suis content de vous voir ici. Donc, libre circulation des personnes. Sortons un instant du Québec et du Canada. Projetons-nous dans l'univers Brexit, il y a quelques années. Souvenez-vous que c'était l'argument principal que ceux qui voulaient le Brexit, qui voulaient sortir de l'Union européenne, utilisaient pour dire qu'on allait se protéger en Grande-Bretagne de l'invasion des immigrants de cette façon-là. Donc, ils ont utilisé ce concept qui est un concept très positif, ils l'ont transformé dans un concept négatif d'obstruction pour en faire une arme politique. Alors, c'est un élément capital de tout traité ou de toute entente de libre-échange. Et on a au Québec une belle histoire récente. Mon prédécesseur Jean Charest avait fait à l'époque une entente bilatérale avec la République française sur la reconnaissance mutuelle des compétences, qui a été une première. Hein. Puis même pour la France, je pense que c'était M. Hollande qui était président à l'époque, il avait dit que si ça n'avait pas été le Québec, il n'est pas sûr qu'il serait allé dans cette direction-là, mais c'est à cause des liens profonds avec le Québec qu'il avait voulu avancer. Alors ça, c'est un bel exemple qu'on aurait tendance à répliquer, qui nous amènerait plus loin sur le terrain de la doctrine de gérer la joie, etc. Donc, la libre circulation, la reconnaissance mutuelle, absolument essentielle, mais c'est un peu la trame du texte que j'ai soumis pour ce groupe. Elle est pas mal plus compliquée qu'il y paraît. Déjà, c'est un peu compliqué de reconnaître les compétences, mais chez nous, au Québec, la question culturelle, la question linguistique est d'une importance capitale, et on la retrouve toujours, j'y reviendrai plus tard pour ne pas trop prendre de temps ici, on la retrouve toujours même là où on ne s'attend pas qu'elle est. Dans les parties d'entente, on dit non, ça, c'est pas. Oui, c'est la langue, on finit par s'en rendre compte. Et la reconnaissance mutuelle des professionnels, par exemple, est un bon exemple. Monsieur Paquet. Oui. Bien, merci. Merci de la question. Je vais juste prendre quelques secondes pour replacer le commerce international du Québec dans le Canada pour qu'on comprenne l'importance du Canada pour les entreprises québécoises. Alors, on peut s'amuser à faire une comparaison. Imaginez que le Québec était une seule entreprise. Où est-ce qu'il reste sa production? Donc, on peut se poser la question. Bien, 50 % irait au Québec. Bonne nouvelle. 21,5 % irait au Canada, 21 % aux États-Unis et 7,5 % dans le reste du monde. Donc, pour le Québec, pour l'entreprise québécoise au Québec, son principal marché, c'est le Québec. Son deuxième marché d'importance, c'est le Canada. Puis, on peut aussi dire que 79 % de ce qui est produit au Québec ne va pas aux États-Unis. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que la plupart des médias, quand ils parlent du commerce international du Québec, nous disent 74 % de nos exportations vont aux États-Unis, et ça vient souligner une extrême vulnérabilité au Québec. OK, c'est vrai, mais une exportation, c'est par définition, ça doit franchir une frontière internationale, et à l'intérieur du Canada, il n'y a pas de frontière internationale, donc c'est du commerce interprovincial. Mais quand on ajoute les chiffres du Canada à ce que produit le Québec, soudainement, notre façon de voir les choses change complètement. Donc, on exporte énormément au Canada. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ça peut augmenter un peu plus, mais contrairement à beaucoup d'études que j'ai lues sur la question, je ne les vois pas exploser de 40 ou 50 milliards de dollars de plus par année. Mais quand même, notre premier partenaire commercial au Québec, c'est l'Ontario. On exporte pour 59 milliards de dollars par année de biens et de services. Et ce qui est caractéristique des exportations du Québec vers le Canada, c'est que 50 % de nos exportations sont des services, contre moins de 20 % pour les États-Unis. Donc, pour les entreprises, pour la productivité, la production à haute valeur ajoutée du secteur des services, le marché canadien, pour nous, est plus important que les États-Unis. Donc, on exporte plus en Ontario que dans l'État de New York, 5 fois plus. On exporte plus en Alberta que dans l'Illinois. Je vois Éric Marquis, qui était notre représentant à Chicago. On exporte plus en Colombie-Britannique qu'en Californie. On exporte plus au Nouveau-Brunswick qu'en France. Donc, ça, c'est pour vous donner la proportion de l'importance du marché canadien pour nous. Donc, effectivement, il y a des obstacles au commerce interprovincial au Canada. Et là, j'y vais très rapidement, mais il y a une grande partie de ces obstacles qui sont liés à ce qu'on pourrait appeler le modèle agricole québécois et la gestion de l'offre, les coopératives notamment. Donc, je doute qu'il y ait des changements majeurs dans ce secteur-là. Bon, tout est possible, hein, mais je doute qu'il y ait des changements majeurs. Ensuite,
Il y a des réglementations québécoises qui ont du sens. Éric Thérault, qui était un négociateur du gouvernement du Québec dans une des ententes précédentes, m'avait dit la raison pour laquelle il y a une limite de tonnage pour le transport routier au Québec, c'est à cause de l'état de nos routes. Donc, si on enlève cette réglementation-là, ben, ça se pourrait que ça détruise les routes québécoises. Je doute, on pourrait le faire, mais on va revenir en arrière. Visiblement, il y a des enjeux comme ça qui sont vraiment très pratiques. Puis, il y a des exclusions aussi pour les marchés publics. Bon, l'Assemblée nationale, par exemple, a une exclusion. Elle n'a pas à faire des appels d'offres ouverts aux autres provinces canadiennes ou à l'international. Je peux imaginer pourquoi, mais je pense qu'on pourrait la faire sauter, cette exclusion-là. Mais on pourrait la garder aussi. Ça ne me semble pas très important. Mais il y a des exclusions pour Hydro-Québec aussi. Il y a des exclusions qui font en sorte que Hydro-Québec peut donner des contrats de gré à gré sur l'ensemble du territoire pour la production et la rénovation des barrages hydroélectriques. Ça, c'est énormément de contrats qui bénéficient des entreprises locales. Est-ce qu'on veut enlever ça? Peut-être que oui, hein? Le libre-échange, ça se défend très bien. Ou un autre exemple, au Québec, il y a une règle qui dit que si vous récoltez du crabe des neiges, vous devez faire de la transformation locale avant de l'exporter dans une autre province. Est-ce que c'est une réglementation qu'on veut supprimer pour les emplois en Gaspésie? Même chose pour le bois d'œuvre dans le nord du Québec. Est-ce qu'on veut l'enlever pour permettre l'exportation de la matière brute? Oui, dans le discours public, on dit souvent que l'accord sur le commerce intérieur, les exceptions québécoises sont inacceptables, c'est du mauvais protectionniste. OK, je comprends. Je suis très libre-échangiste par ailleurs. Mais je comprends aussi que les choses qui ont été inscrites dans l'accord sont là pour des raisons fondamentales, pas juste pour des caprices. Il y a des choses bizarres là, dans l'accord, je vais vous le dire bien franchement, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup de raisons d'être. Fait qu'il faut quand même penser un peu à cette question-là. Voilà. Maryse? Je peux faire du chemin un peu sur l'économie locale. Chez les Premières Nations, c'est davantage l'économie locale qu'on voit. Donc, c'est plus une économie obligée pour répondre à des besoins communautaires. Donc, si justement, là, pour faire du chemin sur ce que le professeur Paquin a dit, si on enlève le gré à gré d'Hydro-Québec, bien, c'est qui localement qui est là, près des barrages, près de ce que fait Hydro-Québec? C'est les Premières Nations. Donc, c'est important aussi d'y penser. Merci, Maryse. On va pouvoir y revenir de toute façon à ces questions-là de barrières puis rentrer un peu plus dans les détails. Mais avant de le faire, il y a une question que je ne pouvais absolument pas ne pas poser à M. Couillard, puisqu'il est assis à côté de moi. M. Couillard, vous étiez aux premières loges à titre de premier ministre du Québec quand Donald Trump a été élu la première fois en 2017. Vous avez traité avec son administration. Je ne sais pas si vous avez eu l'honneur, le déshonneur de traiter avec l'homme. J'ai été capable de l'éviter sans avoir rien à faire parce qu'on ne me l'a pas proposé. Mais je suis bien content. Dans une entrevue que j'ai jugée surprenante quand je l'ai lue avec le Journal de Québec ou Montréal, là, je me souviens plus, vous soulignez en 2017 qu'il fallait être prudent avec Trump, qu'il fallait se préparer à de possibles tarifs. Alors, la question qui tue, comme on aurait dit à Tout le monde en parle, aviez-vous une boule de cristal cachée dans votre bureau? Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans le fond, blague à part, qu'est-ce qui laissait présager à l'époque ce qu'on est en train de vivre présentement? Puis, est-ce qu'on l'a échappé? Est-ce qu'on aurait pu mieux se préparer? Oui, on aurait pu accepter de voir les signes qu'il y avait autour de nous et aux États-Unis. Moi, je me souviens très, très bien. Personne chez nous croyait vraiment à l'élection de Trump. Les gens disaient il va y avoir un sursaut rationnel aux États-Unis, puis finalement, bon, ce sera comme c'est déjà arrivé sur le de Rospero, puis les autres tentatives semblables. À l'époque, il y avait un gouverneur qui était d'ailleurs franco-américain du Maine, qui s'appelait Paul Lepage. Il était venu, c'était le moment où il y avait la réunion justement des gouverneurs, des premiers ministres à Québec. Et il me dit, vous êtes en train de faire une grosse erreur. Parce qu'il entendait ce qui se disait chez nous au Canada sur Trump. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train d'arriver. Vous ne vous rendez pas compte de la profondeur de ce mouvement-là dans la strate de la population qui estime avoir été lésée par le libre-échange et les modes traditionnels de commerce international. Et il me dit, tu vas voir, je te fais une prédiction, Trump va gagner l'élection. Bon, une chance, je n'ai pas parié avec lui parce que j'aurais perdu, parce que moi, je ne pensais pas que c'était possible. Donc, il y a quelque chose qui nous a échappé, pour répondre à la question. On n'a pas vu des choses, ou on n'a pas voulu voir des choses et qui étaient pourtant très, très visibles. Il faut garder ça en mémoire. Maintenant, moi, j'ai connu Trump 1.
à l'époque, en 2017. C'est pas la même chose que Trump 2, d'après ce que je comprends. Trump 1 c'était encore possible de le fréquenter dans un cadre institutionnel presque normal. Quand on allait à Washington, on rencontrait des secrétaires d'État, des sous-secrétaires d'État, des commissaires, et c'était des professionnels de la fonction publique américaine qui avaient bien sûr une teinte républicaine, mais ça arrive. Hein? Mais ils n'étaient pas dogmatiques ou hargneux comme ce qu'on entend maintenant de l'entourage de Trump. Ce qui est arrivé, Trump 2 s'est débarrassé de toute cette classe professionnelle-là et l'a volontairement remplacé par des apôtres de sa cause à lui, ou de lui, personnellement. Et ça change tout. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on était capable d'avoir des discussions rationnelles et parfois, pas les faire changer d'avis, mais les amener à reconsidérer certaines questions. Alors, comme les gens actuels sont profondément ancrés dans l'idéologie qui est le Trumpisme, ou appelons-le comme on veut, c'est très, très difficile de le faire. On avait des conversations difficiles, en général très polies, très civilisées. Je ne suis pas sûr que ce sera encore possible aujourd'hui quand j'écoute ce qui se dit. Je me souviens, moi, seulement dans ces années-là, d'une conversation assez sonore que j'ai eue avec un sous-secrétaire à l'agriculture. Est-ce que vous étiez là dans le bureau ce fois-là? Vous étiez là? Quand il commençait à me tomber dessus sur la gestion de l'offre, moi, j'habite au Lac-Saint-Jean, dans la gestion de l'offre, je crois à ça. Et puis, je pense que c'est un bon système. Pas parfait, mais c'est un bon système. Alors, on s'était un peu chamaillé là-dessus, mais ça s'était bien fini. On ne s'était pas insulté, rien. Mais c'est la seule fois où j'ai senti une petite teinte d'animosité dans les échanges. Sinon, ils ont eu également le bon sens de faire leurs recherches puis de nous amener à reconsidérer certains points. Je vais vous donner un exemple. Sur la question des métaux, sur l'aluminium et l'acier. Moi, je croyais, et je crois encore qu'on a une position très solide au Canada, mais ils nous ont montré des données qui se sont avérées vraies, qui montraient qu'on était un peu un cheval de Troie pour d'autres types de métaux qui venaient d'ailleurs dans le monde et qui rentraient aux États-Unis à travers le Canada. Et vous savez qu'on parle de l'Asie, quand je dis ça, on parle essentiellement de la Chine. Et à vérification en fait, c'était le cas. D'ailleurs, je vois que c'est encore discuté ces temps-ci, cette question-là du cheval de Troie des métaux. Donc, tout ça pour dire que cette époque de Trump-là, je ne prétends pas qu'elle était agréable, mais elle était gérable sur le plan professionnel, sur le plan politique, même sur le plan interpersonnel. Je ne crois pas que c'est le cas actuellement. Et pour moi, c'est ça la question, la différence fondamentale et ce qui est le plus inquiétant aussi dans l'évolution de cette politique internationale. Je veux juste terminer sur une phrase, puis on n'aura pas l'occasion d'approfondir. Beaucoup de ce qu'on voit dans le monde actuellement me fait penser aux années 30. La période de la grande crise économique et ce qui a suivi après. Dévalorisation des institutions multilatérales, crise économique majeure, perte de confiance dans la démocratie et augmentation du fascisme comme option légitime. C'est ça qui arrive aux États-Unis. C'est légitime de se comporter comme ça. Alors, je pense qu'il faut réaliser ces parallèles-là et se méfier des précipices vers lesquels on pourrait être entraîné. Merci pour ce partage. Je nous ramène au Canada, je nous ramène en 2025. Avant Trump 2, pour le dire comme ça, on parlait de libéraliser les marchés, mais on ouvrait le débat sur des risques potentiels, des risques environnementaux, des risques en lien avec les traités avec les communautés autochtones, des questions de langue, des questions d'identité nationale. Il y avait un débat, il y avait des gens qui levaient des drapeaux rouges par rapport à la libéralisation du marché canadien. Aujourd'hui, avec les menaces de Trump, on se dépêche, on va vite parce qu'on ne veut pas ressentir trop les effets. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se soustraire à des débats qui sont importants pour nous, pour notre société, pour notre avenir, pour notre économie? Je vous pose la question. Maryse, peut-être? Oui, tu veux commencer? C'est sûr qu'en voulant faire les affaires trop vite, il y a une chose qui touche les Premières Nations, c'est effectivement les consultations. L'obligation constitutionnelle de consulter les Premières Nations. Puis, dans l'histoire canadienne, ça ne s'est pas tant fait. Et encore récemment, là, avec la loi sur les infrastructures, où les Autochtones, là, vous l'avez vu dans les médias, haut et fort, on dit « et nous ».
Moi, j'appelle ça le syndrome du oups, là. Oups, on les a oubliés. Oups, on n'a pas pensé à eux. Mais c'est ça dans mon papier. Moi, je fais la démonstration aussi de toute l'importance d'impliquer les Premières Nations pour toute la richesse qu'ils ont et tout ce qu'ils peuvent apporter justement comme citoyens canadiens. Pour répondre à la question, jusqu'à très récemment, je pensais que, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis libre-échangiste, ce qui fait que je pensais que l'essentiel des critiques qu'on faisait à la mondialisation libre-échange était une erreur. Globalement, la richesse mondiale n'a jamais cru aussi vite depuis les années 50 qu'à tout autre moment de l'histoire. La pauvreté mondiale a beaucoup été diminuée. Pour un exemple, 40% de la population mondiale vivait dans la pauvreté en 1980. De nos jours, c'est moins de 9%. Je trouvais que ça allait dans la bonne direction. Donc, tout le discours trumpiste anti-accord de commerce, je le trouve irrationnel. Donc, c'est mon opinion d'expert, mais il faut le dire parce que plus personne défend le libre-échange. Il y a un enjeu de préoccupation majeure, par contre, c'est le changement climatique et l'environnement et la biodiversité. Puis là-dessus, je suis par terre, la rapidité avec laquelle le gouvernement Carney revient sur les engagements pourtant timides du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Je suis tellement désolé pour... j'ai 4 enfants qui vont vivre plus que moi dans ce monde-là. J'en perds les mots tellement je trouve ça incroyable la légèreté avec laquelle on traite les questions climatiques au Canada en particulier. Aux États-Unis, c'est encore pire. Donc oui, effectivement, il y a des enjeux qu'on devrait prendre plus au sérieux, notamment la question climatique. Monsieur Couillard. Oui, mais il faut se souvenir que la question climatique, elle est globale. Et c'est certainement qu'au Canada et au Québec, on doit poser des gestes, on doit faire notre part, comme le dit l'expression. Mais réalisons que ça n'affectera pas ce qui se passe dans l'atmosphère. Il faut être franc avec les gens, il faut leur dire. Ce qui se passe dans l'atmosphère va être déterminé par ce qui arrive en Chine, en Inde et aux États-Unis à cause de la taille de leurs économies et de la quantité de leurs émissions. Alors, on peut prétendre que ce n'est pas vrai, mais les chiffres sont là et ils sont indubitables. Même si on enlevait toutes les émissions canadiennes d'un coup, ça ne modifierait probablement pas la trajectoire climatique de la planète. C'est un constat factuel, ce n'est pas une opinion. Maintenant, ce n'est pas une raison pour ne pas rien faire. Ce n'est pas une raison pour dire on ne fait rien. Oui, on doit poser des gestes. Là où je suis moins peut-être cruel envers M. Carney que vous l'avez été, je trouve qu'il choisit bien sa cible. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté l'action climatique, mais il l'a amputée d'une partie, la partie sur les individus, parce qu'il a jugé qu'elle était probablement politiquement non viable maintenant, avec ce qui arrive au sud de la frontière puis pour nos entreprises. Puis il va se concentrer, je crois, surtout sur les émetteurs industriels. Je pense que on se dirige vers le système albertain essentiellement, TIR, plutôt que les bourses de carbone individuelles ou les mesures qui touchent les citoyens, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, quand on est éloigné quelques années, on regarde comment les choses évoluent, puis je trouve qu'on fait un petit peu d'angélisme avec cette question-là, puis on donne des leçons. À l'époque, on m'accusait de donner des leçons en politique, je m'en souviens très bien. Mais on donne des leçons aux gens qui sont souvent parmi les plus défavorisés de la société, auxquels on dit, vous allez changer vos habitudes, vous allez changer les véhicules que vous conduisez, vous allez changer ce que vous allez manger, vous allez changer ce avec quoi vous vous vêtissez. Mais c'est peut-être pas la voie à suivre. J'ai un souvenir assez marquant. Lors de mon départ de la politique, ma femme a eu la bonne idée de m'amener en Europe pour me faire changer les idées. Et je me suis ramassé à Marseille, il y a pire endroit, mais en plein milieu de la révolte des Gilets jaunes. Pour moi, ça a été un coup de tonnerre intellectuel. Belle place pour relaxer. Oui, mais heureusement, ils n'étaient pas trop proches, mais on les entendait, il y avait des gaz lacrymogènes et tout, c'était pas nécessairement reposant. Mais qu'est-ce que disaient ces gens-là? Ces gens-là étaient beaucoup des Français des banlieues. Ils disaient, bien, nous, on nous a dit, essayez de vous installer en ville, on ne peut pas, c'est trop cher, on ne peut pas se payer une maison à Paris ou dans les grandes villes. Donc, on est obligé de se déplacer en banlieue, mais en banlieue, il n'y a pas de transport collectif pour nous. Et on nous pénalise pour l'utilisation de notre voiture qui résulte de ce choix-là qui nous est largement dicté par la réalité. Et il y avait énormément de colère et de sentiment d'injustice parmi ces gens-là. Autre exemple, encore une fois, de la France, ce n'est pas que je veux viser la France parce que c'est un pays que j'aime beaucoup.
ils ont eu l'idée de faire des zones à faible émission. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce concept-là. Dans certaines grandes villes, tu ne peux pas aller dans ta voiture dans certains endroits à telle heure si tu as une voiture qui émet tant de particules d'azote ou de carbone par rapport à d'autres. Sauf que la grande majorité des véhicules qui sont interdits de circulation sont des véhicules d'occasion à bas prix. Donc, on vient de dire aux gens à plus faible revenu, vous ne pouvez pas venir dans la ville. C'est ça que ça veut dire pour eux, et c'est comme ça que c'est ressenti. Alors, je pense que là, il faut peut-être faire accepter d'avoir un regard différent un peu, décalé sur cette question-là, continuer à agir au niveau industriel, réaliser qu'il y a une limite à ce que j'appelle l'élasticité des peuples là, pour ce genre de mesures-là. Et on l'a touché parfois au Québec et au Canada, moins qu'ailleurs, mais on y a touché aussi. Alors là-dessus, je suis moins critique vis-à-vis de M. Carney. Je pense qu'en fait, il est là où il doit être, essentiellement. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour lui dans le moment. Et on verra comment l'avenir va évoluer là-dessus. Mais c'est un excellent exemple que vous soulevez. Mais à mon avis, il y a plusieurs angles, cet exemple-là, et puis il faut être peut-être prudent avant d'analyser. Merci. On va y revenir à Mark Carney avec la prochaine question. Monsieur Paquin, vous avez été observateur pour différents accords internationaux, l'accord de libre-échange américain, l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis notamment. Un de vos constats, et c'est dans votre texte, si je ne m'abuse, un de vos constats, c'est que lorsque les provinces sont consultées en amont du processus, et non pas uniquement pour des questions de mise en œuvre, mais sont réellement consultées, ça donne les moyens au Canada de réaliser ses ambitions. Ce qui est intéressant avec la situation actuelle, c'est on le ressentait, ce leadership-là des provinces. On va se rappeler, sur la question des tarifs douaniers, on va se rappeler Doug Ford avec sa casquette rouge, le Canada n'est pas à vendre, qui faisait la tournée des grandes radios, chaînes télévisuelles aux États-Unis. On a un peu l'impression, justement, avec l'élection de Mark Carney, que ce leadership-là est moins présent. Je ne dis pas qu'il l'est, mais il est moins apparent, on le voit moins depuis que Mark Carney a été élu. À votre avis, est-ce qu'on est en train de faire fausse route avec cette espèce de stratégie d'apparence d'unicité en arrière du gouvernement fédéral présentement? Oui. Alors, pour la question le fait que Doug Ford soit si présent dans la négociation depuis le mois de janvier, vous vous rappelez, en février, il a présidé une délégation de tous les premiers ministres des provinces et des territoires qui sont allés à Washington rencontrer des conseillers de... Donc, c'est quand même assez... C'est inédit dans l'histoire canadienne, c'est quand même assez frappant. Alors, il y a un élément de ça qui est circonstanciel, c'est-à-dire que Donald Trump a été nommé en janvier, puis ensuite, Trudeau avait démissionné, donc il y avait un vide politique qui faisait en sorte que le capitaine Canada, donc le président du Conseil de la Fédération, a pris tout l'espace médiatique disponible, puis honnêtement, il le faisait bien. Même Carney l'a reconnu, même Trudeau l'a reconnu, ce qui fait que les gens étaient assez heureux de lui laisser toute la place, notamment parce que Doug Ford parle le langage des militants de Trump. Donc, quand il faisait des entrevues sur Fox News, ça passait relativement bien, beaucoup mieux que si François Legault avait cherché à intervenir. Ou Justin Trudeau. Ou Justin Trudeau, qui est... Oui. Donc, une partie de ça qui était circonstancielle, mais il y a une autre partie qui s'explique par l'évolution du fédéralisme canadien, où, dès les années 70, c'est un ministre du gouvernement du Québec, Robert Bourassa, avait demandé à ce que le gouvernement du Québec soit informé des négociations au GATT à l'époque. Ensuite, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, on a créé des cellules fédérales provinciales de consultation des provinces qui s'appellent le Forum C-Commerce ou C-Trade en anglais. Et ça s'est maintenu, professionnalisé, puis à chaque ronde de négociation, même quand il y a des négociations spécifiques comme la CEUM, on va créer un forum dédié à la négociation où les représentants des provinces sont présents. Et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, l'AECG a été quelque chose d'extraordinairement important parce que à l'époque, l'Union européenne avait insisté comme condition pour relancer des négociations que les représentants des provinces soient inclus au sein de la négociation, de l'équipe de négociation du Canada, mais aussi qui coécrivent avec le gouvernement canadien le mandat de négociation, de telle façon à s'engager à ouvrir les marchés publics des provinces à la négociation, ce qui est l'intérêt majeur offensif du gouvernement, de l'Union européenne. L'AECG, la négociation avec l'Inde aussi, puis certaines autres négociations sectorielles, n'a pas reproduit le niveau de participation des provinces que celui avec l'Europe. Et à l'heure actuelle, le jury n'a pas encore fini sa délibération. Je fais une recherche avec Richard Ouellet ici sur cette question-là, mais la façon
dont Mark Carney consulte les provinces me font beaucoup penser à Brian Mulroney dans les années 80. C'est des rencontres entre premiers ministres et de toutes les provinces. Il y a aussi les forums C-Commerce qui se maintiennent, mais il n'y a pas de représentants des provinces au sein de l'équipe de négociation canadienne. Et la stratégie de Carney est un peu déroutante face à Trump. On a appris qu'on essaie de faire une grande négociation cet été alors que les provinces étaient plus ou moins dans le bain. Alors, où est-ce que ça s'en va tout ça? Moi, je crains le pire. Je crains que l'Ontario, qui voit les pertes d'emplois s'accumuler dans le secteur automobile, puis là, aujourd'hui, ça touche le Québec avec la fermeture de Paccard. Ça risque de créer énormément de frustration. Il y a aussi Mme Smith en Alberta qui a déjà des réserves sur l'ensemble de la stratégie canadienne. Fait que ça pourrait tourner au vinaigre, la relation entre les provinces et le gouvernement canadien. La Constitution canadienne est quand même claire. C'est de juridiction fédérale, les accords de commerce. Mais ce que peuvent faire les provinces, c'est de refuser de les mettre en œuvre dans leur domaine de compétences. Puis là, il y a 2 provinces qui sont en train de légiférer sur la question. Il y a le Québec, vous l'avez vu avec la Constitution du Québec. Il y a 4 articles dans le document qui touche les questions internationales. Il y a un des articles qui dit, j'y vais de mémoire et je paraphrase, quelque chose comme « Si le Québec n'est pas assez consulté, on a le droit de refuser de le mettre en œuvre », quelque chose comme ça. C'est déjà la jurisprudence canadienne qui est comme ça, mais là, ça vient d'être explicité dans un document qui va s'appeler Constitution. Et il y a Mme Smith qui est en train de faire adopter une législation en Alberta qui dit si l'Alberta n'est pas au sein de la délégation canadienne, le gouvernement de l'Alberta va refuser de mettre en œuvre le traité. Alors, elle a craqué un peu plus. Elle lie l'acceptation de la province à sa participation à la négociation. Alors, j'ai l'impression que la stratégie de Carney d'exclure les provinces est en train de se retourner contre lui. Mais il reste à voir, là, la renégociation de la CEUM doit être terminée pour juillet de l'année prochaine. On va voir ce que ça donne. Et de toute façon, là, pour être encore plus clair, plus franc, là, je ne suis pas sûr que négocier quoi que ce soit avec Trump est un gage de quoi que ce soit parce qu'il peut changer d'idée le lendemain. Donc, il y a beaucoup de potentiel de friction fédérale-provinciale dans les prochains mois. Mais il paraît qu'ils se textent de toute façon, Mark Carney, Donald Trump, semble-t-il. Ah oui, oui. La rumeur veut. Marie, Madame Carr, je veux vous poser la question. On se connaît d'une autre vie, donc j'ai été trahie. Je veux revenir sur la question d'unicité parce qu'elle me semble importante. Dans votre texte, vous soulignez que les communautés autochtones sont trop peu consultées, certainement pas consultées en amont. Donc, on a tendance à écrire un projet de loi, puis après ça, vous consultez, mais le projet de loi est déjà écrit, puis il est déjà canné. On a un peu l'impression en ce moment que le fédéral continue à agir de cette manière-là, donc comme il a l'habitude de le faire. On l'a vu avec la loi sur les grands projets nationaux. On a vu dans les journaux là, que les communautés autochtones ont beaucoup critiqué justement les méthodes de consultation, je vais les mettre entre guillemets. Est-ce qu'il est encore temps en termes de commerce, parce qu'on est en train de se réfléchir collectivement, est-ce qu'il est encore temps de faire mieux et comment faire mieux avec les communautés autochtones? Peut-être que ma réponse aurait été différente si je n'avais pas entendu le professeur Paquin parler des provinces puis de l'implication que le fédéral fait avec les provinces. Puis ce qu'on se disait tantôt quand on est arrivé, c'est un peu ça aussi, les Premières Nations. C'est un peu la même bataille. Puis c'est un constat que moi j'ai fait aussi en travaillant pour le gouvernement du Québec, c'est que la bataille des provinces avec le fédéral, c'est un peu la même bataille des Premières Nations avec les provinces et avec le fédéral. Donc, ce que ça prend, c'est une reconnaissance davantage des capacités, de l'histoire, des enjeux, des réalités des Premières Nations pour pouvoir les intégrer. Donc, dans la façon de percevoir un Québec et un Canada futur. Fait que je pense que ça, c'est l'éducation passe par beaucoup. Puis ce qu'on disait aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément de données sur les Premières Nations. Fait que c'est comme souvent les grands oubliés. Pour toutes sortes de raisons, là, ils ne participent pas à Statistique Canada quand ils font des recensements. Mais quand même, c'est quelque chose il devrait y avoir des efforts qui soient faits à ce niveau-là pour mieux documenter les réalités des Premières Nations en matière économique. Donc, je sais qu'il y a des gens du gouvernement, là, justement, dans la salle qui prennent des notes. Je vous donne l'occasion de rebondir, si vous voulez, M. Couillard. Puis ensuite, on est déjà rendu au mot de la fin. Donc, déjà, ça passe si vite, ces panels-là. Hein?
Oui, je suis content qu'on laisse un instant pour parler des Premières Nations. D'abord, je dois vous dire, j'ai eu la chance immense d'être côtoyé par un collègue remarquable, Jeff Kelly, qui était le ministre des Affaires autochtones, profondément passionné et impliqué dans la question de l'avenir du présent et de l'avenir des Premières Nations. Deuxièmement, j'ai assisté à un exposé qu'il nous a fait au Conseil des ministres, Jeff, quand il était question pour la première fois du devoir de consultation, là, imposé ou demandé, exigé par la Cour suprême. Jeff nous a fait un exposé vraiment didactique sur cette question-là, qui a beaucoup retourné les gens. Pour ceux qui avaient des petites attitudes négatives au départ sur la question, ça a beaucoup changé leurs attitudes. Troisièmement, les projets que j'ai vus qui m'ont donné beaucoup d'espoir pour l'avenir de la collaboration, de la coexistence entre les non-autochtones et les autochtones, c'est les projets de véritables partenariats. Alors, plutôt que d'expliquer en termes théoriques de quoi je parle, je vais vous donner un exemple concret. Dans ma région, puis j'ai participé à la chose, on a fait 3 projets de mini-centrales, des mini-centrales hydroélectriques dans le nord du Québec. Chacun de ces projets a comme actionnaire une nation autochtone. Actionnaire, pas subventionné, actionnaire, qui leur garantit des redevances annuelles pour les prochaines années en millions de dollars. Ça veut dire que cette communauté-là, elle prend cet argent-là, qui est garanti, un flot d'argent garanti. Elle va voir une banque. Le banquier va lui prêter de l'argent sur la base, pour démarrer une entreprise, sur la base de ce revenu anticipé-là. Et moi c'est l'avenir que je vois là. Même pour des plus grands projets. À l'époque, je me souviens, je discutais avec mon collègue du Manitoba, et lui, l'idée qu'il avait, c'était que s'il y avait un autre barrage hydroélectrique qui se faisait, au Manitoba, ils en ont également, qu'il devrait être obligatoire que les Autochtones soient actionnaires du barrage. Pas d'Hydro-Manitoba, mais du barrage comme entreprise en elle-même, et qui touche des redevances et qui est la propriété pour eux d'une partie de cet actif-là. D'ailleurs, c'est ce que font les Inuits actuellement sur la Côte-Nord, qui demandent que rétrospectivement, on les dédommage pour l'utilisation de leur patrimoine dans les développements hydroélectriques qu'on a fait. Je pense qu'en pratique, ça peut être très, très difficile de faire ça, mais au moins pour l'avenir, si on a d'autres projets, on parle de faire d'autres barrages éventuellement au Québec, bien, je pense que si on ne fait pas ça, on manque une occasion immense de leur donner une véritable copropriété avec nous. Et quand j'ai vu ça, ces mini-centrales-là, je me disais, c'est ça, ça c'est la piste. Ce n'est pas le seul exemple, il y en a d'autres, mais ça, c'est une façon également de donner de la dignité aux gens. Mm-hmm. Imaginez, nous, qu'on se fait dire des fois par le reste du Canada que tout ce qu'on fait au Canada, nous, les Québécois, c'est de recevoir des subventions. Est-ce qu'on aime ça? Non. Alors, si on est capable d'avoir de l'empathie pour ça, on est capable d'agir également sur cette question-là, puis de devenir des leaders pour la coexistence avec les Premières Nations et leur accorder un véritable bénéfice des ressources qui sont exploitées et non pas une démonstration symbolique de plusieurs façons. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de mots de la fin. Hein. Vous venez de vous venez de très bien conclure. Non, on va se donner quand même un petit 2 minutes. Puis, Mme Carr, vous pouvez commencer avec le mot de la fin. J'aimerais ça qu'on se laisse peut-être avec cette grande question en vous demandant est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste en regardant le travail qui se fait présentement dans les provinces et au fédéral? Mme Carr? De façon globale, oui. Je pense que ce que Dr Couillard a apporté aussi, là, les nouveaux projets avec les partenariats, c'est effectivement probablement la voie de l'avenir. Puis effectivement, de plus en plus facile là, pour les Premières Nations, les conseils, d'avoir accès à du financement pour pouvoir investir. Puis l'inertie, c'est plus ce qui est voulu, évidemment. Là, c'est vraiment de s'impliquer directement, de développer les capacités locales aussi. Donc oui, je pense qu'on peut le voir de façon positive. Puis il y a toute la question, là, je me répète, mais de la réconciliation, puis de connaître la vérité, la réalité des Premières Nations, de s'en intéresser aussi pour bien comprendre tout ce que les Premières Nations ont fait aussi dans l'histoire du Canada puis du Québec. Là. Ils ont apporté beaucoup de choses. Donc, c'est important de se le rappeler puis de le reconnaître parce que dans les livres d'histoire qu'on lit actuellement, ou en tout cas, ça s'améliore tranquillement, mais ce n'est pas l'histoire des Premières Nations, c'est l'histoire des colonisateurs. Donc, c'est important aussi de se réapproprier la vraie histoire, mais des deux côtés. C'est mon mot de la fin. 100%, merci. Moi, rapidement, sur la question des Autochtones et les négociations commerciales, vous disiez dans votre texte pour la série que les entreprises possédées par des Autochtones sont sous-représentées dans le commerce international du Canada, donc ça, c'est avéré.
Le gouvernement canadien fait des efforts pour favoriser l'intégration d'entrepreneurs autochtones dans les exportations canadiennes. C'est un discours qui est très récent, très nouveau. En fait, ça date du dernier gouvernement fédéral. Depuis 2017, à Affaires mondiales Canada, il y a un groupe de travail autochtone où on consulte les Autochtones sur les questions de commerce international. Il n'y a aucun article de publié là-dessus, donc je ne peux pas vous donner de commentaires, mais je sais que ça existe. J'aimerais ça le savoir, comment ça fonctionne. Parce que les comités équivalents pour les provinces, il y a un fonctionnaire ontarien qui m'avait déjà dit « It's a data dump ». Donc, le fédéral déverse énormément de documentation puis d'informations sans donner le temps aux provinces de rétroagir sur la documentation qu'ils obtiennent. Ça fait qu'il y a les mécanismes fédéraux provinciaux ont besoin d'être améliorés pour qu'il y ait vraiment un dialogue et non pas seulement un checklist « j'ai consulté les provinces ». Mais quand même, ça a l'avantage d'exister. Puis on voit que dans l'ACEUM, il y a un précédent. Il y a une clause qui dit que le Canada, rien dans cet accord peut aller en contravention avec les obligations du Canada face aux communautés autochtones et les traités issus, la charte, l'article 35 de la charte 82. Bref, ça c'est nouveau aussi dans le discours canadien. Fait que on peut quand même être optimiste face à ça. Ce sont des changements qui sont significatifs. Merci. Monsieur Couillard? J'ai encore le droit de parler? Quelques minutes. C'est le mot de la fin. On vous le donne. Je suis plus ou moins optimiste pour les négociations du commerce intérieur. C'est toujours bien d'être optimiste et de dire que ça va bien se terminer. Je pense que ça va se terminer passivement et dans l'inertie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont changer un peu, mais marginales. Les choses centrales, tu ne peux pas les changer comme ça, là, malgré ce que certains disent dans les rapports ou les textes économiques. Un exemple de ça, c'est les retombées économiques supposées ou financières supposées de la libéralisation du commerce. Attention, il faut la faire, la libéralisation. Mais il faut donner aux gens une image réaliste de ce qu'on va en récolter comme bénéfice collectif. On pratique beaucoup chez nous et ailleurs l'analyse linéaire. On prend un point, on a une courbe, et on sait que dans tel nombre d'années, clairement, ça ne peut pas être autrement qu'être rendu là. Mais la vie, ce n'est pas toujours linéaire. Puis il arrive toutes sortes de choses imprévues, puis toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on doit changer d'opinion. Je vous engage à lire l'étude de HEC, du Centre sur la prospérité, et de professeur Gagné, où il met en doute, puis il faut mettre en doute les vérités reçues, ça prend un petit peu de nerfs, là. Il dit, écoute, là, il a fait une étude des gens qui ne participent pas beaucoup aux échanges interprovinciaux. Et quand il demandait à ces entreprises-là, pourquoi vous ne participez pas plus, les gens ne disaient pas, c'est à cause des règlements. Non, ils disaient, c'est la distance. Bread and butter, là, c'est bien simple. Là. Ça me coûte trop cher envoyer un produit à l'autre bout du pays par rapport à l'envoyer en Ontario ou même dans les États voisins au sud de la frontière, quand c'est possible et quand l'atmosphère politique s'y prête. Alors, il faut se méfier un peu de ne pas se faire prendre au piège de ces analyses linéaires. Parce que si on dit, c'est comme la question de la transition écologique, encore une fois, à laquelle je crois, mais je pense qu'on en magnifie un peu trop les impacts. Si on laisse penser aux gens que parce qu'on pose tel geste chez nous, au Québec, dans 10 ans, on va avoir remarqué un changement considérable dans l'environnement climatique qui est le nôtre, les gens vont être déçus. De la même façon, si on leur dit qu'il y a des milliards, puis des milliards, puis des milliards à aller chercher dans la libéralisation du commerce intérieur, ils risquent d'être déçus aussi. Il faut leur dire qu'il y a des bénéfices indubitable. Puis sur le plan du principe, comme pays, on doit faire ça. Puis l'arrivée de Trump, je pense que Jean Charest l'a dit récemment, il a bien raison. Je ne dirais pas qu'il faut le remercier, je ne serais pas allé jusque-là, mais de nous avoir d'abord fait prendre conscience de ce qu'on a en commun au Canada, une sorte, puis pour quelqu'un qui croit au Canada, comme moi, c'est bon de le ressentir. Il y a une sorte de confiance envers le Canada qui est encore plus importante que celle qu'on a pensée. Et puis également, une initiative comme celle-là, vous le disiez dans votre introduction, ça n'intéressait pas grand monde, cette affaire-là, il y a quelques mois à peine. Hein. Puis avec l'arrivée de Trump, ça nous montre aux gens quelle est la réalité du monde qui nous entoure et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y adapter. Mais encore une fois, puis là, je termine là-dessus, il ne faut pas oublier que beaucoup le disent, beaucoup d'économistes le disent, le changement fondamental, il est en nous, dans notre pays. Rendre nos entreprises plus compétitives, baisser leurs charges fiscales et administratives, enlever les obstacles sur leur croissance, peut-être se libérer un peu du modèle subventionnaire puis passer à une autre façon d'encourager les entreprises. Ça, ce n'est pas Trump qui va le faire. Puis quel que soit ce qu'il fasse chez lui, si ce n'est pas fait ici, on aura manqué une autre occasion. Alors souhaitons que ce ne soit pas une autre occasion manquée, mais déjà qu'on soit réunis
par cette soirée ici à Québec pour parler de ça. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu. On n'aurait pas vu il y a à peine quelques temps. Puis bravo à l'IRPP, à vous, pour avoir fait cette mobilisation. Merci beaucoup, M. Couillard. De toute façon, la conversation n'est pas terminée parce qu'on va prendre des questions de la salle. On a un tout petit peu de retard, mais pas tant que ça. Donc, on peut peut-être prendre 3-4 questions. Je vais donner le micro peut-être à Charles qui pourra faire circuler le micro. J'ai juste une petite chose à dire avant de te le donner. Vous pouvez poser des questions à un ou une panéliste là, sans problème. C'est pas obligé d'être nécessairement tout le monde qui répond. Donc, on y va comme ça, de manière libre, échangiste. Est-ce que j'ai le micro? Je vais en poser une question si personne lève la main. Okay, je vais me lancer, puis après ça, ça sera votre tour dans ce cas-là. En fait, j'en ai deux. J'en avais juste une, puis là, je voulais juste rebondir sur M. Couillard, ce que vous avez dit. À la fin, en parlant de distance, ma première question, puis ça pourra être qui veut bien la prendre, mais ce que je note, dans le fond, c'est que on a beau enlever des barrières et tout ça, le meilleur investissement, le meilleur travail qu'on pourrait faire pour augmenter le commerce entre les provinces, ça serait peut-être juste les infrastructures qui font en sorte que justement cette distance-là, peut-être qu'elle est moindre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'autre question que j'avais, c'était sur ce qui a été fait, sur les barrières qui ont été enlevées. On avait l'IRPP, une grande conférence sur la politique industrielle dernièrement, puis j'étais sur un panel avec quelqu'un qui représente les petites et les moyennes entreprises. Et la dame me disait, c'est super d'enlever des barrières, mais là, maintenant, il faut qu'on s'assoie puis qu'on se dise, bon, est-ce qu'on a une entente avec la Saskatchewan ou on n'en a pas? Est-ce qu'on a une entente avec le Nouveau-Brunswick ou on n'en a pas? Et donc, maintenant, c'est aussi complexe. Et la question, c'est donc, est-ce que les provinces peuvent le régler d'elles-mêmes, ce problème-là? Est-ce qu'on peut faire confiance aux provinces de s'asseoir ensemble puis d'avoir une vision globale, ou il faut absolument qu'on regarde le gouvernement fédéral puis qu'on dise, pouvez-vous, s'il vous plaît, les organiser un peu? Donc... Je ne peux pas m'empêcher de réagir à ça. Avec raison, on a souvent reproché au gouvernement fédéral son attitude un peu beaucoup paternaliste sur ces questions-là. Le scénario classique, c'est que les provinces sont toutes ensemble en attendant l'arrivée du grand frère fédéral. Puis là, tout le monde frappe sur la table. Tu vas voir, on va leur dire, puis on ne se laissera pas faire. Puis c'est pas comme ça que ça va marcher. Puis dès que le premier ministre du Canada rentre dans l'assiette, le niveau de décibels baisse. Maintenant, c'est plus la même chose parce que le gouvernement fédéral a accepté sa part de responsabilité dans le phénomène des barrières. Beaucoup de barrières viennent du gouvernement fédéral. Personne ne dit, là. Tout le monde pointe les provinces. Mais le gouvernement fédéral pensait à ses ministères et organismes, pensait à ses règles d'approvisionnement, et lui-même à l'origine de plusieurs barrières internes au Canada. Et je pense qu'il a fait un premier geste avec le projet. C'est C5, le projet, je crois. Donc, il a fait un premier geste pour montrer qu'il y avait également du travail chez lui à faire. Et ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut que les provinces se mobilisent. Moi, j'aurais aimé entendre un peu plus le Québec. Je trouve que M. Ford, on lui a laissé beaucoup le plancher, personnellement. J'aurais aimé ça qu'on soit là également pour donner le point de vue du Québec ou du Canada francophone, disons comme ça, là, sur cette question-là. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais les questions culturelles, linguistiques, elles sont présentes dans tous les enjeux qu'on a discutés ici aujourd'hui, y compris Hydro-Québec. Bien, rapidement, dans le commerce interprovincial, il y a des biens et des services. Là. Si je regarde un des articles qui a été publié, pour les biens, ça devrait bien aller. Là, j'ai lu la législation qui est présentement en étude, article par article, puis si c'est adopté selon le même esprit, là, normalement, un produit qui peut être commercialisé dans n'importe quelle province canadienne va pouvoir être vendu au Québec, à condition qu'il y ait un étiquetage en français. Dans les services, ça, c'est autre chose, parce qu'il y a 46 métiers réglementés au Québec, puis venir proposer un service par quelqu'un qui n'a pas l'accréditation, bon, ça... Là, on voit que le projet de loi nous dit que l'Office des professions va devoir s'assurer que, bon, ça, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon, les avocats ontariens qui n'ont jamais fait de droit civil vont-ils pouvoir pratiquer au Québec? Bon, il y a plusieurs questions qui sont... ou les comptables qui n'ont pas les normes de comptables du Québec vont-ils pouvoir venir travailler au Québec? Pour ce qui est de la langue française, j'ai vu souvent dans les médias que ça serait un enjeu. Alors, sachez que les autres provinces canadiennes ont aussi des impositions linguistiques. Il y a une obligation de parler l'anglais pour travailler dans les autres provinces. Au Québec, la législation dit qu'il faut l'apprendre dans les 4 premières années. Donc, ce n'est pas très contraignant, dans le fond, parce qu'on peut ne pas l'apprendre pendant 4 ans puis
quitté après, là, dans le fond. Donc, la loi québécoise est étonnamment moins sévère que celle de la plupart des autres provinces canadiennes, mais bon, intuitivement, il y a beaucoup de gens qui vont pointer ça comme étant un enjeu. Sachez que les 2/3 des demandes pour l'homologation de la pratique au Québec, c'est les infirmières, donc souvent du Nouveau-Brunswick qui veulent travailler au Québec. Puis après ça, le plus gros contingent de demandes, c'est les ingénieurs. Donc, c'est pas si massif que ça. Donc, j'ai vu les chiffres aujourd'hui de M. Gariepi, là, c'est pas si massif que ça. Mais quand même, ça... Donc, autrement dit, pour le point de l'étude de Robert Gagné, parce que fait M. Couillard, je crois pas que... Je pense qu'il y a un mirage du commerce intérieur qui ajouterait 40 milliards, 60 milliards de PIB. Ça, je pense que c'est... Mais là où on pourrait aller, puis ça intéresse beaucoup Richard, ces questions-là aussi, c'est la substitution aux importations. Savez-vous qu'on produit des choses au Canada qu'on pourrait utiliser dans nos chaînes d'approvisionnement, mais que là, on les importe plutôt que consommer canadien? Puis d'après une étude qui a été faite par Investissement Québec, souvent, c'est par méconnaissance du marché québécois ou canadien que les gens font ça. On achète des produits qui viennent de Chine pour faire un assemblage parce qu'on ne sait pas qui s'en fait dans le même parc industriel à Montréal. Ça, c'est un exemple réel qui m'avait été donné par un VP d'Investissement Québec. Fait que là, Investissement Québec a créé une cellule pour la substitution aux importations. Bon, ça pourrait avoir plus d'effet sur le commerce intérieur canadien que baisser des barrières tarifaires plus ou moins... ouais. Merci beaucoup, Richard Ouellette de l'Université Laval. D'abord, merci pour vos présentations très éclairantes. J'ai beaucoup aimé ça. Une question sur notre façon de concevoir le commerce interprovincial au Canada. Quand on parle de commerce international, il y a un peu deux facettes. Il y a le commerce multilatéral où tout le monde est présent à l'Organisation mondiale du commerce. Toutes les grandes économies du monde sont là, 166 pays. La deuxième facette du commerce international, c'est la signature d'accords bilatéraux. S'agissant du commerce interprovincial au Canada, il n'y a qu'une vision. Il faudrait que tous les 10 soient autour de la table et qu'on conçoive l'accord de libre-échange canadien. Il y a évidemment d'autres cas où on signe des accords de province à province. On a des accords sur les marchés publics, par exemple, entre le Québec et l'Ontario. Il y a un accord qui se négocie entre le Québec et Terre-Neuve sur l'hydroélectricité. Mais pourquoi ne pas multiplier les accords de province à province? Pourquoi ne pas faire un grand accord de libre-échange Québec-Ontario, par exemple? Où est la nécessité d'être 10 ou 11, si on compte le gouvernement du Canada, autour de la table? Pourquoi est-ce qu'on ne conçoit pas les choses de façon plus souple? Moi, je trouve que c'est une facette du commerce interprovincial qu'on n'a pas suffisamment explorée, puis je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus. Bien, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que sinon, on n'en verra jamais le bout, là. Si on attend toujours que tout le monde soit d'accord autour de la table canadienne est compliquée des fois. Hein? D'avoir une entente très large avec l'Ontario, peut-être les Maritimes, ce serait déjà un très, très grand progrès en termes de facilité pour nos entrepreneurs, nos travailleurs, puis les questions d'économie également. Alors, oui, d'ailleurs, ça se peut que les événements nous forcent à faire ça, parce que si on attend que tout le monde soit d'accord au Canada, on risque d'attendre un bout de temps. Puis on voit déjà les coins du Canada où les résistances vont également. Il n'y a pas que le Québec qui rejoint en passant contre les questions d'échange, là. Regardez Mme Smith en Alberta, là, elle se fait entendre, puis elle va continuer à se faire entendre. Alors, on est peut-être mieux d'y aller dans la direction que vous le dites. Là, je trouve que ça a déjà au moins un succès. Parce qu'on peut, bien sûr, toujours rêver à la perfection. Hein? Moi, un de mes proverbes préférés, c'est pas un proverbe, c'est une idée que j'ai, c'est que les grands mouvements de changement dans la société ont toujours été sapés, sabordés par les puristes, qui ne voulaient que l'idéal ou la perfection et qui étaient incapables d'accepter une réussite un peu en deçà du niveau de perfection qu'ils ambitionnaient. Et ça a bloqué, par leur pensée à Robespierre. Oui, bien, très rapidement, je trouve que c'est une très bonne idée. Je vais raconter une anecdote. Il y a 20 ans, Benoît Pelletier, quand il était ministre des Relations intergouvernementales canadiennes, m'avait donné 2 mandats. Je venais juste de terminer ma thèse. J'étais ultra satisfait de ces 2 mandats qui ont payé pour l'essentiel ma dette d'études. Le premier mandat, c'était de travailler sur la place du Québec dans les négociations et organisations internationales. Donc, il y avait énormément de sujets abordés. Puis, finalement, ça s'est soldé par une place du Québec à l'UNESCO. Tu te rappelles ça? Puis l'autre, c'était sur le commerce intérieur. Puis, à l'époque, ce qui bloquait le plus dans les initiatives du gouvernement Charest sur cette question-là, c'était un peu la réticence du fédéral, mais c'était surtout l'inertie des autres provinces. Il n'y avait aucun appétit des autres provinces pour lancer une discussion sur le commerce intérieur que Benoît Pelletier voulait mener.
Puis là, en ce moment, on a les astres sont alignés là, en raison de Trump. Tous les premiers ministres des provinces sont conscients de l'importance du marché intérieur canadien. Et là, un des textes qui est disponible dans la série nous montre que les 10 provinces, sauf l'Alberta, le Terre-Neuve, ont légiféré dans les derniers mois, ce qui est incroyable. Espérons qu'il va y avoir suffisamment de leadership politique pour maintenir le débat. Et effectivement, moi, si je faisais une petite critique au gouvernement du Québec, c'est que là, il n'y a pas de représentant du Québec dans les négociations commerciales, contrairement à vous qui avez nommé l'ancien ministre des Finances, M. Bachand. Oui, c'est ça, je le confondais avec un autre, mais M. Bachand. Il n'y a pas de négociateur en chef pour le Québec. Puis le gouvernement du Québec, depuis son élection en 2018, a été pas très fort en relations intergouvernementales canadiennes. Et je ne suis pas certain qu'il va être capable de relancer la dynamique pour conclure un nouvel accord sur le marché intérieur ou être plus présent dans les... Maintenant qu'on sait que l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique sont parmi nos principaux partenaires commerciaux, comment ça se fait qu'on n'a pas de représentation en Colombie-Britannique, par exemple? T'sais? Mais, à voir. En Colombie-Britannique? Ah, je pensais... Ah, OK, c'est... Je pensais... Ah, OK. C'est Investissement Québec qui est... Oui, en partie. Conjointement. Okay. J'aime beaucoup le fait qu'une personne est une antenne. Il doit y avoir beaucoup d'antennes à beaucoup d'endroits. Est-ce que, Mme Carr, vous vouliez réagir? Non? Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Alors, on va conclure. Juste vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, de venir enrichir les discussions, d'avoir écrit vos papiers. Je vous invite à les lire. Comme Charles le mentionnait, il y a un petit code QR que vous pouvez utiliser pour les voir. Sachez qu'il y a d'autres textes. Les auteurs ne sont pas avec nous ce soir. Charles en a parlé. Les textes sont traduits, donc tous les textes peuvent être lus en français ou en anglais. Et il y a des choses vraiment très intéressantes. On a parlé d'un tableau des législations, notamment dans un des textes. Monsieur Couillard, vous faites une cartographie des étapes que le gouvernement pourrait suivre pour mieux commercer avec les autres provinces. Donc, il y a des solutions très concrètes dans la série que je vous invite donc à aller lire. Je vous invite surtout à rester avec nous et boire du vin. Donc, il va y avoir un 5 à 7. Il y a un 5 à 7. On va pouvoir continuer la discussion. Vous allez pouvoir continuer la discussion avec les panélistes, avec moi, avec Charles, avec Jennifer à l'avant qui nous dirige, qui dirige l'IRPP. Donc, s'il vous plaît, restez, servez-vous à boire et puis continuons cette belle discussion ensemble. Merci d'avoir été là.